l'ombre du chêne. Léon gara la voiture devant le portail en fer forgé, coupa le moteur, et le silence de la campagne provençale les enveloppa. Sophie déposa sa tête sur son épaule. « C'est chez nous, » dit-elle dans un murmure. « Absolument parfait. » Le mas des Cigales était une vieille bâtisse en pierre restaurée avec soin, entourée d'un jardin luxuriant. Au centre de ce jardin, majestueux et sombre, se dressait un chêne millénaire. Ses branches massives s'étendaient comme des bras puissants, projetant une ombre fraîche sur la terrasse ensoleillée. Léon et Sophie formaient un couple solide, unis par un pragmatisme à toute épreuve. Pour eux, l'existence était régie par la logique et la science. Les vieilles légendes, les superstitions et le surnaturel n'étaient que des reliques du passé. Le lendemain de leur emménagement, Sophie fut submergée par le travail de déballage. Elle décida de chercher de l'aide pour le jardin, car le chêne demandait un entretien que les entreprises locales refusaient, le qualifiant de œuvre de la nature, intouchable. Vers midi, quelqu'un frappa au portail. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années, vêtu simplement, les mains calleuses. « Bonjour madame, je m'appelle Maël. J'ai entendu dire que vous cherchiez un gardien pour le domaine. Je m'occupe des arbres, surtout des vieux. » Sa voix était douce et profonde, et ses yeux, d'un vert très clair, semblaient ne jamais cligner. Léon le trouva immédiatement compétent et dévoué à son art. C'est un travail difficile, surtout le chêne. Maël esquissa un sourire étrange. Pour lui, je suis toujours disponible. Je connais ses besoins. Je les comprends. Sophie, mal à l'aise, accepta qu'il commence le jour même, avec un logement dans la petite dépendance au fond du jardin. Le premier mois, Maël fut impeccable. Silencieux, efficace, il passait ses journées à tailler les arbustes et à nettoyer. Mais la nuit, Sophie le surprenait parfois par la fenêtre. Il se tenait au pied du grand chêne, immobile, sa silhouette absorbée par l'ombre, comme s'il priait. La première nuit, Sophie fit un rêve étrange, similaire à celui de sa première nuit. Elle était vêtue d'une robe de paysanne, les mains abîmées, Léon riait avec une autre femme, une belle dame au teint de marbre, près du chêne. « Tu t'inquiètes pour rien, chérie, » lui assura Léon le matin. « C'est le stress de la rénovation, et Maël est un prodige. Regarde la splendeur du chêne depuis qu'il est là. » Mais les objets commencèrent à disparaître, de petites choses sans valeur. Une boucle d'oreille de Sophie, un vieux couteau de poche de Léon, une mèche de cheveux oubliée sur une brosse. Sophie en parla à Léon. « Je crois que Maël prend nos affaires. »« Allons, Sophie. C'est Maël, le paysan, le gardien des arbres. Il est le portrait de l'honnêteté. Tu ne supportes pas qu'il soit aussi dévoué à cette maison. » Léon, pourtant, devenait de plus en plus distant. Il déjeunait souvent dehors, sous l'ombre massive du chêne. Il avait l'air épuisé, les yeux cernés, mais son regard s'éclairait d'une lueur malsaine lorsqu'il parlait de l'arbre. Un soir, en rentrant du bureau plus tôt que prévu, Sophie entendit des murmures. Elle s'approcha du chêne. Maël était là, accroupi, le visage collé au tronc rugueux. Il parlait à voix basse, comme pour rassurer un enfant. « Il sera à nous. Bientôt. L'encre sera jetée dans la terre à nouveau. » Il se releva brusquement et vit Sophie. « Madame, je vérifiais si la sève montait bien. » « Tu parlais à l'arbre, Maël. » Il lui sourit, mais ses yeux verts étaient froids. « Cet arbre nous a vus naître, madame. Il écoute. Il attend. » Quelques jours plus tard, Sophie pénétra dans la dépendance de Maël pendant qu'il travaillait au fond du jardin.
Sous son lit, elle trouva une petite boîte en bois de chêne noirci. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva ses objets disparus, noués ensemble avec des fils de chanvre et de la terre séchée, et un petit papier sur lequel était écrit « Que son cœur retourne à la racine terrifiée ». Elle referma la boîte et sortit en courant, appelant Léon. Quand il arriva, il était calme, presque serein. « Tu as paniqué, montre-moi cette boîte. » Elle le conduisit à la dépendance, mais la boîte avait disparu. Le lit était fait, la pièce immaculée. « Il n'y a rien, Sophie, je crois que tu devrais te reposer. Cette maison te monte à la tête. » Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, Sophie se réveilla en sursaut. Un bruit régulier de pioches venait du jardin. Elle regarda par la fenêtre. Maël était là, non pas au pied du chêne, mais légèrement à l'écart. Il creusait un trou, éclairé par une faible lanterne. Elle aperçut Léon, debout, torse nu, immobile, près de l'arbre. Maël s'arrêta, se tourna vers Léon et chuchota. « L'heure est venue, il te réclame. Tu es le nouveau sang. » Léon commença à marcher lentement vers le trou. Sophie hurla. « Léon, reviens !» Elle se précipita dehors. Au moment où elle arrivait près de la pelouse, le corps de Maël commença à se déformer. Sa peau devint plus épaisse, d'un brun rugueux. Ses doigts s'allongèrent et se tordirent en branches noueuses. Le visage s'allongea, se transformant en écorce. Il n'était plus Maël, mais une extension vivante de l'arbre. « Il revient à la terre !» dit l'écorce d'une voix qui craquait comme du bois mort. « Il est à nous !» Léon s'arrêta devant le trou que Maël avait creusé. Il se tourna vers Sophie, son regard vide, puis murmura, la voix pleine d'un calme surnaturel. « Je suis fatigué, Sophie. Il me faut le repos. » Il plongea dans le trou. Sophie se précipita vers lui, mais avant qu'elle ne puisse atteindre le bord, Maël, maintenant une figure terrifiante, faite de bois et de racines, la repoussa. Les racines du chêne se mirent à trembler, et la terre se referma en un instant sur le trou, ne laissant aucune trace de la chute de Léon. Les jours suivants, la police chercha. Aucune trace. Disparition. Sophie, racontant la boîte vide et le jardinier transformé, fut traitée avec une compassion polie, réservée aux veuves en choc. Elle vendit le mas des cigales quelques mois plus tard, désireuse de fuir cette terre où son mari avait été absorbé par l'invisible. Un nouveau couple, jeune et insouciant, emménagea. Ils rirent du prix dérisoire et de l'immense, magnifique chêne. Le lendemain, alors que l'épouse déballait la vaisselle, on frappa à la porte de la dépendance. Le mari alla ouvrir. Maël se tenait là, les yeux vert clair, avec un sourire calme et légèrement triste. « Je suis le gardien, monsieur. Je viens entretenir l'arbre, il est essentiel. » Et sous le chêne, le sol vibra à peine. Ouvrir sa maison, c'est aussi ouvrir son âme, et toutes les présences ne méritent pas d'y entrer. Refuser de croire à l'invisible ne le rend pas moins réel.